Dr Eli David, scientifique et chef d'entreprise américain, le 13 novembre 2024. Le cabinet de Trump est désormais officiellement plus pro-israélien que le cabinet israélien. L'organisation Hamikdash Petzion, le Temple Ancien, estime que la déclaration de Trump du 6 décembre 2017, quand il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, a placé le président américain dans un rôle similaire à celui du roi Cyrus de jadis. L'oreille droite du président Trump a été éraflée et blessée dans un geste symbolique basé sur Exode 21, verset 6, car la Torah dit qu'un serviteur qui souhaite rester avec son maître doit se faire percer l'oreille droite. Trump a été désigné comme serviteur de Dieu et oint, tout comme Cyrus le Grand, il y a près de 2400 ans. Selon le portail d'information Israël 365 News, Donald Trump, en tant que dirigeant non juif des États-Unis, a un rôle prophétique à jouer dans la construction du temple. Remarque importante. CLAD TV précise expressément que l'évocation des personnes, du contexte et des liens cités dans cette émission n'a pas pour but d'inciter le téléspectateur à porter un jugement antisémite. Même si les personnes et les groupes d'intérêt mentionnés dans cette émission agissent sous le drapeau du gouvernement israélien et se font passer pour des juifs, chaque téléspectateur devrait garder à l'esprit que fondamentalement, la violence, quel que soit le camp qui la commet, ne doit pas donner lieu à des jugements racistes. En effet, un examen plus approfondi permet souvent de constater ce qui suit. Les personnes qui se retrouvent sous les feux de l'actualité grâce au journalisme d'investigation détournent l'attention de leurs actes de violence en utilisant ensuite leur groupe religieux ou leur nation comme bouc émissaire ou bouclier. Ainsi, la haine et la violence consécutives sont délibérément dirigées de manière illégale vers la communauté religieuse ou vers cette nation. Le fait que dans de nombreux cas, on n'a pas du tout affaire à de véritables juifs ou à de véritables adeptes d'autres religions, mais à une idéologie luciférienne, est expliqué en détail dans les émissions non disponibles en français. Contre le racisme et la conspiration et le secret des obélisques. Cette documentation prouve également exactement ce lien. Le 20 janvier 2025, Donald Trump prêtera serment en tant que 47e président des États-Unis. La personne de Donald Trump divise les esprits comme peu d'autres. Pour les uns, il est le sauveur tant attendu qui assèche le marais et détruit l'État profond. Pour d'autres, il est un imprévisible destructeur de démocratie et un propagateur de haine. Dans le documentaire « Dossier Trump, sauveur ou élément du Deep State » d'octobre 2024, les liens de Donald Trump avec l'État profond et la franc-maçonnerie luciférienne de haut niveau sont mis en évidence. Dans cette émission, nous allons maintenant jeter un regard sur l'avenir. Les déclarations sur l'élection de Trump d'une part et la composition de son équipe gouvernementale pour son second mandat d'autre part permettent d'en savoir plus. Celui-ci est composé d'une part de ce qu'on appelle le cabinet des États-Unis, qui se compose du président, du vice-président et de 14 ministres, et d'autre part d'autres personnes prévues pour des postes clés. La composition de l'équipe gouvernementale de Trump permet-elle de définir une éventuelle feuille de route en matière de politique étrangère pour les 4 prochaines années? Y a-t-il un grand dénominateur commun qui unit les personnes nommées par Trump? Et quelles conclusions un tel dénominateur commun permet-il de tirer? CLAD TV a examiné les personnes mises en place par Trump et a découvert un grand dénominateur commun. Il s'agit de la guerre Israël-Gaza, un conflit armé qui oppose Israël et le Hamas depuis le 7 octobre 2023. Le Hamas est un mouvement de résistance islamique qui constitue le gouvernement de la bande de Gaza et qui a été classé comme organisation terroriste par 41 pays. Les réactions internationales à la guerre israélo-gazaoui sont diverses. Les uns insistent sur le droit d'Israël à l'autodéfense depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 qui a fait 1139 morts israéliens et enlevé 239 otages. D'autres s'interrogent sur la proportionnalité des attaques israéliennes au vu des plus de 45 000 morts palestiniens.
chiffre de janvier 2025. Ceci selon les données du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Une petite majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. William Schabas, spécialiste irlando-canadien du droit international, a déclaré en janvier 2024 que pour lui, il est de plus en plus clair qu'Israël n'a pas pour objectif de vaincre le Hamas, mais plutôt de déraciner ou d'exterminer la population de la bande de Gaza. Le documentaire de David Sorensen met en évidence de graves incohérences dans la prétendue attaque surprise du Hamas du 7 octobre 2023. Ce film parle d'une opération planifiée sur tous les fronts. Sorensen a littéralement déclaré « J'ai le sentiment qu'une fois de plus, les peuples d'Israël et de Palestine ont été vendus à des puissances supérieures. » Sorensen montre également que le Hamas a été créé pour donner à Israël un prétexte pour prendre le contrôle total de toute la bande de Gaza. En mars 2019, lors d'une réunion de son parti de centre droit, le Likoud, Netanyahou avait déclaré à ses collègues du Likoud « Celui qui veut faire échouer la création d'un État palestinien doit soutenir le Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie pour isoler les Palestiniens en Cisjordanie. » Mais revenons maintenant aux personnes nommées par Trump pour former son équipe gouvernementale et au seul grand dénominateur commun. Ils sont tous pro-Israël dans le sens où, par exemple, ils font la sourde oreille au rapport d'Amnesty International publié début décembre 2024 qui juge qu'Israël commet un génocide. Ils prennent la défense de l'action disproportionnée du gouvernement israélien et se prononcent contre un cessez-le-feu. Selon un article de l'organisation américaine à but non lucratif, The Palestine Chronicle, daté du 13 novembre 2024, chaque individu du cabinet de Trump est soit un sioniste chrétien, soit un sioniste juif, et ils sont tous des partisans de la ligne dure sur ce sujet. Le terme sioniste se réfère ici en premier lieu aux personnes qui approuvent ou soutiennent activement l'existence d'un État juif au Proche-Orient. Le mot est dérivé de Sion, le nom du mont du Temple à Jérusalem. Après la création de l'État en 1948, de nombreux sionistes poursuivent l'objectif de rétablir un grand Israël biblique. Pour ce faire, le temple sur le mont du Temple doit également être reconstruit. En septembre 2024, le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, a montré devant l'Assemblée générale de l'ONU une carte d'Israël incluant les territoires palestiniens. Le quotidien juif américain Forward, le 13 novembre 2024. Les premiers candidats de Trump sont des partisans invétérés d'Israël et se moquent des électeurs protestataires pro-palestiniens. Le quotidien israélien Haaretz, le 13 novembre 2024. Seul Netanyahou aurait pu choisir une équipe de politique étrangère encore plus confortable. Les précédentes nominations de Trump, de Mike Huckabee à Pete Hegseth, montrent clairement la priorité qu'il accordera au Moyen-Orient. Les partisans d'Israël se réjouissent. Le portail d'information indépendant Information Libération, le 12 novembre 2024. Ben Shapiro célèbre Trump pour avoir composé un cabinet qui donne la priorité à Israël. Le docteur Eli David, scientifique et chef d'entreprise américain, le 13 novembre 2024. Le cabinet de Trump est désormais officiellement plus pro-israélien que le cabinet israélien. Le grand dénominateur commun d'un soutien sans critique à Israël est évident, non seulement au sein de l'équipe gouvernementale de Trump, mais aussi au sein du Congrès américain. Le quotidien israélien The Jerusalem Post, le 7 novembre 2024. Les candidats soutenus par l'AIPAC gagnent les élections américaines et renforcent la présence pro-israélienne au Congrès. Le comité d'action politique pro-israélien AIPAC a jusqu'à présent aidé 318 candidats sionistes à remporter les dernières élections américaines. Avant d'examiner de près certains des membres du gouvernement nommés par Trump, nous nous penchons sur la personne de Trump.
Y a-t-il des déclarations récentes de personnalités qui indiquent le rôle qu'il pourrait jouer au Moyen-Orient au cours des 4 prochaines années de son mandat? Feuille de route possible pour le deuxième mandat de Donald Trump et son rôle envisageable dans celui-ci. Donald Trump a reçu 100 millions de dollars pour sa campagne électorale de la part de Myriam Adelson, médecin israélo-américaine et sioniste déclarée. Le portail d'information suisse Watson a écrit qu'Adelson était une lobbyiste israélienne acharnée et une opposante farouche à une solution à 2 États. Le 27 octobre 2020, le journal internet israélien The Times of Israel a dressé la liste des 100 points par lesquels le président Trump a soutenu Israël au cours de son premier mandat. Voici seulement les 10 premiers points. Premièrement, le président Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Deuxièmement, le président Trump a transféré l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Troisièmement, le président Trump a fermé le consulat de Jérusalem pour en faire un bureau d'ambassade. Quatrièmement, le président Trump n'a jamais critiqué publiquement Israël. Cinquièmement, le président Trump a retiré l'Amérique de l'accord avec l'Iran. Sixièmement, le président Trump a augmenté l'aide militaire à Israël de 400 millions de dollars. Septièmement, le président Trump a imposé des sanctions à l'Iran dès qu'il s'est retiré de l'accord. Huitièmement, le président Trump a reconnu la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan. Neuvièmement, le président Trump a qualifié le CGRI, les forces spéciales iraniennes, de groupe terroriste étranger. Dixièmement, le président Trump a banni des États-Unis le cofondateur de la campagne politique BDS, Omar Barghouti. BDS boycott, désinvestissement et sanctions, veut boycotter l'État d'Israël pour exiger la fin de l'occupation de toutes les terres arabes. Le point 1 est d'une grande importance. Le 6 décembre 2017, le président américain Donald Trump a prononcé la reconnaissance officielle par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est un acte historique pour lequel le peuple juif est reconnaissant, a déclaré le professeur Hillel Weiss au portail d'information israélien Arutz Sheva. Weiss est le président de l'organisation israélienne du temple Hamikdash Bet Zion, le temple de Sion. Weiss a toutefois averti que Trump ne devait pas s'arrêter là, alors que toutes les bénédictions de Dieu étaient accordées à son administration. La déclaration de Trump doit se poursuivre par une explication du rôle des Juifs dans la construction du temple à sa place. Ce n'est qu'alors que les ambitions internationales de Trump au Moyen-Orient se réaliseront. Le professeur Hillel Weiss évoque la construction du dénommé Troisième Temple sur le mont du Temple à Jérusalem. Dans l'attente du Messie à venir, en hébreu Mashiach, une condition dans la religion juive est entre autres que le temple juif de Jérusalem, Troisième Temple, ait été reconstruit. Michée 4, verset 1. Pour cela, les lieux islamiques, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher devraient céder la place, c'est-à-dire être déplacés ou totalement détruits. L'un des nombreux groupes israéliens qui se préparent à construire le Troisième Temple a émis une pièce d'un demi-shekel à l'effigie du roi de Perse Cyrus et du président américain Donald Trump. Cyrus a permis aux Juifs de revenir sur la terre d'Israël après leur captivité à Babylone, en 539 avant Jésus-Christ, leur permettant ainsi de construire le second temple. L'organisation Hamikdash Bet Zion estime que la déclaration de Trump du 6 décembre 2017, reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël, a placé le président américain dans un rôle similaire à celui du roi Cyrus de l'époque. Ainsi, sur la nouvelle pièce de monnaie, sous les têtes de Cyrus et de Trump est gravé « Et il, Dieu, m'a chargé de lui construire une maison à Jérusalem ».
Dans un message vidéo, le rabbin Isser Zalman Weisberg explique de manière plus détaillée comment le troisième temple de Jérusalem sera construit sous le deuxième mandat de Trump. Cette vidéo est apparue le 24 juillet 2024, peu après la prétendue tentative d'assassinat de Donald Trump sur la chaîne X d'Adam Green. Donald Trump, selon le rabbin Weisberg, est le deuxième messie non-juif après Cyrus. Mais comme le premier messie non-juif Cyrus, qui fut choisi pour aider les Juifs à se réinstaller en terre d'Israël après leur exil de 70 ans en Babylone, le messie non-juif actuel a été choisi pour servir le peuple juif et le messie juif. Le rabbin Weisberg a donné au tir qui aurait touché Trump à l'oreille droite la signification d'un rite qui a été accompli. Dans l'Ancien Testament, un clou percé dans l'oreille d'un serviteur symbolise le fait d'être à jamais le serviteur de Dieu. L'oreille droite du président Trump a été éraflée et blessée dans un geste symbolique basé sur Exode 21, verset 6, car la Torah dit qu'un serviteur qui souhaite rester avec son maître doit se faire percer l'oreille droite. Trump a été désigné serviteur de Dieu et ouin, tout comme Cyrus le Grand, il y a près de 2400 ans. Rabbi Weisberg sagte weiter, dass die sogenannte Erlösung Le rabbin Weisberg a également déclaré que la délivrance en question aura certainement lieu pendant le second mandat de Donald Trump. Le rabbin fait référence à une future délivrance finale, une période attendue de paix mondiale, de prospérité et de sagesse. Selon la tradition juive, cette période messianique est inaugurée par un sauveur juif généralement appelé Mashiach ou Messie. Celui-ci reconstruira le Saint-Temple de Jérusalem, rassemblera le peuple juif en Israël et dirigera les nations du monde. De manière générale, on attend du Mashiach qu'il soit humain. Rabbi Isser Zalman Weisberg a déclaré textuellement à ce sujet: Nous avons précisé dans plusieurs vidéos que le délai absolu pour la délivrance va jusqu'à la fin de l'année juive 5787, ce qui correspond au 2 octobre 2027, soit dans 1167 jours à partir d'aujourd'hui. La délivrance aura donc certainement lieu pendant le mandat de Donald Trump. Et j'ai de bonnes raisons de croire que Donald Trump a été choisi pour délivrer des péchés d'Ésaü en offrant son aide pour reconstruire le Saint-Temple sur le mont du Temple et pour établir le royaume juif sur toute l'humanité à Jérusalem. Le rabbin Yosef Berger a révélé à Breaking Israel News une source juive vieille de 600 ans qui affirme que le troisième temple sera construit par les descendants d'Édom. Ceci en tant que réparation pour la destruction du deuxième temple. D'autres indices provenant de sources ésotériques indiquent que le président américain Donald Trump a déjà entamé ce processus. Dans la littérature rabbinique, Ésaü ou Édom fait référence à Rome. Édom était composé en grande partie des descendants d'Ésaü. Selon l'interprétation rabbinique, Édom représente également le christianisme. Le rabbin Hillel Weiss, porte-parole du Sanhédrin, a déclaré après l'élection de Trump que son rôle dans la construction du troisième temple était indispensable. Le Sanhédrin, ou Haut Conseil, était une instance religieuse et ou politique. En 2005, il a été réintroduit dans le cadre du projet de construction du troisième temple. Le rabbin Weiss a dit textuellement: les Juifs réaliseront la construction proprement dite du troisième temple, mais pour que le troisième temple soit une maison de prière pour toutes les nations doivent participer à sa création. L'Institut du Temple, basé à Jérusalem, prévoit depuis un certain temps de reconstruire le temple juif, et ce, à son emplacement d'origine. Pour cela, les sites islamiques, la mosquée de Al-Aqsa et le dôme du Rocher devraient être abandonnés. L'Institut du Temple s'occupe de la préparation active de ce nouveau temple. Pour que le troisième temple devienne une réalité, l'Institut du Temple ne lésine pas sur les moyens. Fondé en 1987 par Rabbi Yisrael Ariel, cette institution a notamment produit un autel d'encens en or, fidèle à l'origine, et un chandelier à 7 branches en or 24 carats. Les ustensiles nécessaires au service du temple sont exposés dans le musée de la Maison, situé dans la vieille ville de Jérusalem. Les plans de construction du troisième temple à Jérusalem sont également complets.
Chaim Richman de l'Institut du Temple affirme que le bâtiment pourrait être construit en moins d'1 an. En outre, l'Institut du Temple se considère comme un centre de formation. Les descendants de prêtres doivent être formés au déroulement des rituels pour le service dans le Temple. La feuille de route à la lumière des prophéties apocalyptiques des sectes religieuses. Selon le portail d'information Israël 365 News, Donald Trump, en tant que dirigeant non juif des États-Unis, a un rôle prophétique à jouer dans la construction du Temple. Selon l'historien et journaliste allemand Wolfgang Egert, il existe des groupes qui ont délibérément recours à des prophéties et tentent de les mettre en pratique. Ce sont des groupes qui se disent messianiques, qu'on retrouve sous le couvert du christianisme et tout autant du judaïsme. Les groupes messianiques se focalisent fortement sur un futur sauveur, souvent appelé Messie ou Mashiach. Nous allons maintenant établir une feuille de route sommaire qui doit conduire à la venue du Mashiach. Armageddon. Selon l'historien allemand Wolfgang Egert, ainsi que des groupes messianiques juifs et chrétiens, une condition nécessaire serait que l'Armageddon se soit produit auparavant comme un immense bain de sang. Cela par le biais d'une grande tribulation, d'une déchéance morale, d'invasion et de confusion, et surtout de guerres violentes. Les partisans d'une telle idéologie ne sont donc logiquement pas intéressés par la désescalade et la paix pour les deux peuples, car cela ne ferait, selon leur vision du monde, que retarder la venue du Messie. Il existe un enregistrement du jeune Netanyahou avec l'ancien chef du Chabad Lubavitch, le Rav Menachem Mendel Schneerson. Schneerson demande à Netanyahou de provoquer la venue du Messie. Serait-il donc possible que Netanyahou aide à la venue du Messie en laissant la guerre du Proche-Orient s'intensifier jusqu'à ce qu'elle devienne un incendie généralisé qui se propagerait dans le monde entier? En effet, selon une prophétie de Schneerson datant des années 90, Netanyahou serait le premier ministre qui remettra le sceptre au Messie. De nombreux rabbins juifs du Chabad Lubavitch affirment que Netanyahou est le Messie Ben Yosef, qui, lorsque son règne s'effondrera, devra remettre les clés au Messie Ben David. Mashiach Ben Yosef doit préparer la venue du dernier sauveur, le Messie Ben David. Il fera la guerre contre les forces du mal qui oppriment Israël. Dès 1871, le général de guerre américain et sataniste Albert Pike a esquissé 3 guerres mondiales à venir dans une lettre adressée au chef Illuminati, Mazzini. Après la Première et la Seconde Guerre mondiale, il aborde également la question de l'Armageddon. Et puis, une 3e guerre mondiale. Celle-ci doit naître au Moyen-Orient, et il s'agira d'une guerre entre le judaïsme et l'islam, qui se propagera dans le monde entier. Cette guerre entre les musulmans et le judaïsme est censée provoquer définitivement cet Armageddon. Plusieurs experts en géopolitique soutiennent cette thèse. L'économiste et journaliste américain Paul Craig Roberts a écrit dans un article du 23 décembre 2024 « Ma crainte est que Trump, qui a composé un gouvernement de sionistes, n'obtienne rien d'autre que de mener une guerre contre l'Iran dans l'intérêt d'Israël. » Dans un article du 19 décembre 2024, la journaliste indépendante Kathleen Johnstone, spécialisée dans la politique américaine, a expliqué comment Trump et Israël sont impatients de bombarder l'Iran. Les médias israéliens rapportent que les forces de défense israéliennes, le FDI, considèrent désormais les attaques aériennes contre l'Iran comme beaucoup plus faciles à mener, car leurs pilotes n'ont plus à se soucier de la défense aérienne syrienne en chemin. Le Wall Street Journal rapporte que l'équipe de Trump évalue ses options pour des frappes aériennes sur l'Iran afin de l'empêcher de se doter d'une arme nucléaire présumée. Un article du Washington Post du 17 décembre 2024 titre « L'effondrement de la Syrie et les attaques israéliennes laissent l'Iran sans protection. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, aurait exprimé le souhait de capitaliser sur les succès obtenus contre le Hamas et le Hezbollah et d'attaquer Téhéran de manière plus agressive sous une nouvelle administration américaine. »
L'article indique que Trump s'est montré ouvert à une guerre avec l'Iran et a déclaré que tout était possible. L'expert financier allemand Ernst Wolf prédit lui aussi un théâtre de guerre au Proche-Orient et en Extrême-Orient. Je prédis que Trump mettra effectivement fin à la guerre en Ukraine et qu'il entamera la phase de construction, donnant ainsi pratiquement carte blanche à BlackRock. Mais je pense qu'il veillera à ce que la guerre en Géorgie et dans les Balkans se poursuive. Et je pense surtout qu'il va pousser très fort la guerre contre l'Iran et qu'il va aussi continuer à chercher la confrontation avec la Chine. Au vu de la feuille de route qui vient d'être établie, un Armageddon déclenché au Moyen-Orient et l'établissement du troisième temple, le choix des personnes nommées par Trump à ces postes gouvernementaux a tout son sens. Tous, jusqu'au dernier de la liste, semblent soutenir cette feuille de route sans condition et sans critique. Voici quelques exemples. Ministre de Trump du cabinet 2. Le vice-président J.D. Vance. Vance soutient pleinement Israël dans la bande de Gaza, mais appelle à la prudence vis-à-vis de l'Iran, à se concentrer sur la Chine et à moins soutenir l'Ukraine. En effet, Vance a refusé toute limitation de l'aide à Israël et a insisté pour soutenir la guerre d'Israël contre Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio. Le ministre des Affaires étrangères désigné, Marco Rubio, a reçu $1 million du lobby israélien. La coalition juive républicaine a salué la probable nomination de Rubio lorsqu'elle a été rapportée pour la première fois. En ces termes extraordinairement dangereux, le sénateur Rubio est un défenseur acharné d'Israël qui a toujours soutenu l'État juif, a déclaré le groupe dans un communiqué. Le ministre de la Défense, Peter Hegseth. Les tatouages que porte Hegseth sur le corps en disent long sur sa vision du monde et ses projets. Sur sa poitrine à droite se trouve une grande croix de Jérusalem, le blason du royaume de Jérusalem, érigé en 1099 par les croisés. Les croisades médiévales étaient principalement dirigées contre les musulmans en Terre Sainte et, de fait, le vétéran d'Afghanistan s'est prononcé pour un soutien encore plus fort à Israël. Hegseth a pris la parole lors de la conférence Arutz Sheva 2018 à Jérusalem où il a déclaré « En 2017, la désignation de Jérusalem comme capitale a été un miracle et il n'y a aucune raison pour que le miracle de la reconstruction du temple sur le mont du temple ne soit pas possible. » Mike Whitney, analyste géopolitique et social basé aux États-Unis, a résumé le personnage Hegseth comme suit. C'est un promoteur du sionisme évangélique. Hegseth a prétendu adhérer à l'étrange troisième prophétie du Temple, qui appelle à la destruction des lieux saints musulmans à Jérusalem. Les exemples de menaces sauvages et terribles de Hegseth envers des nations étrangères sont trop nombreux pour être énumérés. Tout comme, par exemple, son appel télévisé aux États-Unis pour qu'ils bombardent les sites culturels iraniens. La ministre de la Justice, Pam Bondi. Dans une interview sur Fox News le 14 mai 2018, Pam Bondi a déclaré « Et Israël est l'un de nos alliés, si ce n'est notre plus grand allié dans le monde. Je me suis rendu 2 fois en Israël en tant que gouverneur général. Et Jérusalem est la capitale d'Israël. » En octobre 2023, Pam Bondi a déclaré à la chaîne d'information Newsmax que les étudiants qui soutiennent le Hamas devraient être expulsés, qu'ils soient là avec un visa d'étudiant ou en tant que citoyens américains. Trump lui-même a exprimé des opinions similaires lors de la campagne électorale de 2024. Le ministre de l'Intérieur, Doug Burgum. Doug Burgum a dit dans une déclaration après sa visite en Israël en septembre 2024 « À l'heure où l'Iran est en guerre contre Israël sur 7 fronts, le temps est venu de se tenir aux côtés d'Israël. Nous devons arrêter la politique de l'administration actuelle Biden d'apaisement de l'Iran et de pression sur Israël et rétablir la politique de pression maximale sur l'Iran avec un soutien maximal à Israël. » Le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr. Le 14 juin 2024, Kennedy Jr. a confirmé son opposition à un cessez-le-feu à Gaza. Dans une interview accordée à l'agence de presse Reuters le 21 mars 2024,
Kennedy a offert un soutien inconditionnel à Israël, le qualifiant de nation morale qui a réagi à juste titre aux provocations du Hamas en lançant des attaques sur Gaza. Il a remis en question la nécessité d'une trêve de 6 semaines soutenue par le président Joe Biden. Lors d'une conférence de presse du 1er juin 2023, Kennedy Jr. a répondu à la question de savoir pourquoi il avait supprimé un tweet sur l'ancien musicien des Pink Floyd, Robert Waters. J'ai rédigé le tweet dans lequel je félicitais Roger Waters pour son courage de s'opposer aux lois Covid et à la guerre en Ukraine. Je ne connaissais pas sa position sur Israël. Et quand je l'ai appris, j'ai immédiatement supprimé mon tweet. La ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem. En juillet 2023, la gouverneure Kristi Noem a fait une déclaration de soutien au peuple israélien et au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans les jours à venir, tous les Américains et le monde entier doivent rester fermement attachés à notre détermination à soutenir le peuple israélien. Bonne chance à vous, mon ami le Premier ministre Netanyahou, et à votre peuple. Vous gagnerez et vous aurez notre soutien à chaque étape du chemin. Autre poste clé, le directeur de la CIA, John Ratcliffe. Ratcliffe a déclaré que l'Iran aurait commis des actes de guerre contre les États-Unis en piratant les courriels de la campagne électorale de Trump et en planifiant une tentative d'assassinat contre Trump. Selon lui, les États-Unis devraient mener des attaques contre l'Iran en collaboration avec Israël. Direction du Department of Government Efficiency, en français département de l'efficacité gouvernementale, Elon Musk. Le milliardaire de la tech Elon Musk a fait don de plus de 250 millions de dollars pour soutenir la campagne électorale de Donald Trump. Il a également joué un rôle plus actif dans la politique américaine, notamment lorsqu'il s'agissait du Proche-Orient. Lors d'un meeting de campagne pour Donald Trump, il a critiqué l'Iran et s'est prononcé en faveur d'un soutien fort à Israël. Peu après la victoire de Trump, Musk a posté les mots Novus Ordo Seclorum au-dessus d'une photo avec Trump, en référence à l'inscription sur le dollar sous la pyramide avec l'œil qui voit tout de Lucifer. En français, un nouvel ordre mondial. L'ambassade américaine en Israël, Mike Huckabee. Donald Trump envoie un nouveau signal clair en matière de politique au Proche-Orient en nommant Mike Huckabee au poste d'ambassadeur américain en Israël. Huckabee est depuis de nombreuses années l'une des voix les plus en vue des sionistes chrétiens. Même après sa nomination, l'ancien pasteur baptiste et gouverneur de l'Arkansas persiste dans sa ligne, à savoir ne pas parler de Cisjordanie, mais de Judée et Samarie. Huckabee a également manifesté à plusieurs reprises sa sympathie pour une occupation des territoires autonomes palestiniens. Derrière Mike Huckabee se trouvent de puissantes organisations de lobbying comme les Chrétiens unis pour Israël avec des millions de membres. Le soutien à Israël sert l'espoir historique du retour salvateur de Jésus que les Juifs reconnaîtront alors également comme leur Messie. D'ici là, Israël deviendra le champ de bataille de l'Armageddon, a annoncé en octobre le président du CUFI, John Hagee, devant des milliers de ses partisans. Ce ne sont que quelques exemples. Ce grand dénominateur commun de soutien sans critique à Israël se retrouve chez toutes les personnes nommées par Trump dans son équipe gouvernementale. Rien n'empêche donc Trump et ses commanditaires de déclencher une troisième guerre mondiale au Proche-Orient, afin que le troisième temple puisse être érigé sur le mont du Temple. Tout cela dans le but ultime d'un gouvernement mondial unique dont le siège serait à Jérusalem. La création d'un gouvernement mondial unique dont le siège serait à Jérusalem. Dans son documentaire « Le mystère dévoilé », David Sorensen affirme être en contact avec plusieurs personnes qui ont quitté les élites financières et leurs pratiques rituelles lucifériennes. Und sie alle sagen das Gleiche. Et ils disent tous la même chose. Toutes ces personnes témoignent que le but ultime de ces élites est d'établir un gouvernement mondial unique. Un gouvernement mondial. Et ils veulent que le siège soit à Jérusalem. Le sionisme est en effet la philosophie ou le mouvement de personnes qui veulent établir un nouvel Israël comme centre d'un gouvernement mondial unique, selon Sorensen.
Leur plan est de déclencher une guerre mondiale afin de pouvoir l'utiliser comme prétexte à l'établissement d'un gouvernement mondial unique qui apporterait la paix. Nous avons le choix de tomber dans ce piège ou d'ouvrir les yeux et d'avoir le courage de défendre ce qui est juste et d'empêcher leur agenda. Conclusion. Les prises de position des différents rabbins du cabinet 2 de Trump et de son équipe gouvernementale ne permettent manifestement de tirer qu'une seule conclusion. Trump est une sorte de précurseur. Premièrement, pour déplacer les théâtres de guerre vers le Moyen-Orient et vaincre les ennemis d'Israël. Deuxièmement, pour que les conditions soient réunies pour que le troisième temple soit construit sur le mont du Temple à Jérusalem et soit mis en service. Ce qui doit inévitablement conduire à un conflit sanglant ou à la Troisième Guerre mondiale prédite par Albert Pike, ou en d'autres termes, à l'Armageddon. Troisièmement, qu'une sorte de gouvernement mondial central basé à Jérusalem puisse être installé, ainsi qu'une religion unique pratiquée de manière occulte. Si on se réfère aux déclarations marquantes des personnalités citées dans ce documentaire, on ne peut pas imaginer que ce centre de Jérusalem apportera la paix mondiale tant attendue. Au contraire, cela donne l'impression qu'on domine, contrôle et surveille d'une main de fer, que toute individualité est réprimée et que les personnes qui pensent différemment sont exclues. Les mois à venir montreront si le calendrier présenté ici, qui n'est encore qu'une prévision, se transformera en réalité. Mais comment peut-on vraiment parvenir à la paix mondiale à laquelle tous les hommes aspirent? Le 21 septembre 2018, le fondateur de CLA TV, Ivo Sasek, avait déjà exposé, à l'occasion de la 37e journée mondiale de la paix, le secret pour parvenir à une paix durable, qu'elle soit personnelle, interreligieuse ou mondiale. Il est important de faire une distinction. La paix n'est pas un objectif, ni une Jérusalem céleste, ni une Jérusalem terrestre dans le futur. La paix est le chemin. La paix est la puissance dans l'ici et maintenant. C'est une machine à énergie, la paix de Dieu. Et elle est aussi bien dans le musulman que dans le chrétien, que dans le juif, que dans l'hindou. Elle est dans chaque personne, mais cela dépend si je me concentre ou non sur elle. Je dois m'engager dans cette expérience de vivre en fonction de la force. C'est comme un contrat, comme une poignée de main, comme un mariage. Et tant que je ne fais pas attention à cela, que cette source d'énergie est là, je serai toujours en retard sur la paix. J'aurai toujours un combat. J'ai trouvé ce secret et je l'ai enseigné à des milliers de personnes. Et aujourd'hui, nous l'enseignons à des milliers de personnes. Et cette énergie est le chemin, la raison pour laquelle nous avons la paix. La paix comme un chemin qui nous accompagne. Ce n'est pas un but que nous atteindrons un jour. C'est notre capital de départ, notre chemin, notre énergie en toute chose. Langsam gehe ich durch die Straßen, schaue mich ganz vorsichtig um. Alles fällt um mich zusammen, Schüsse fallen in der Luft. Menschen rennen wild durcheinander, Verzweiflung auf ihrem Gesicht, Angst und Trauer um ihre Liebsten, verstehen nicht, was mit ihnen geschieht. Und ich sehe diese Trauer dieser Menschen um mich herum, wie sie weinend und schreiend rufen, schenkt uns Frieden und lasst uns in Ruhe. Wieso hört es denn niemand zu? Jeder Mensch von euch kann doch etwas tun, denn wir wünschen uns so sehr diesen Frieden immer mehr. Frieden für die Welt, Frieden ist das, was zählt. Ich wünsche mir Frieden für unsere Brüder und Schwestern
Сколько можно просто говорить о мире и о любви?